BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Avec nos deux invités, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, et Françoise Benamou, membre du Cercle des économistes, bien sûr, et professeur d'économie à l'Université de Paris 13. Évidemment, une actualité très chargée avec ce Brexit, ce vote. On voit que les marchés commencent à y croire. Hein. C'est sûr qu'en fin de semaine, ils y croyaient plus beaucoup. Et puis malheureusement, il y a eu ce drame, cet assassinat de cette jeune députée travailliste. Jean-Hervé Lorenzi, pour vous, est-ce que vous êtes très inquiet d'abord ? Oui, mais pas du tout pour l'histoire du Brexit. J'espère que ça va passer, mais le 24 redémarre une nouvelle période parce que, en réalité, la moitié des Anglais, des Britanniques auront voté contre le maintien dans l'Union européenne, ce qui veut dire qu'il faut remettre à plat, on en parlera peut-être un peu plus en détail, et donc ça signifie qu'il faut réellement repenser un dispositif dont, disons, la moitié des citoyens ne veulent pas. Donc on peut faire le bonheur des gens malgré eux, mais il y a quand même un moment où il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils n'en veulent pas, qu'est-ce qui ne se passe pas bien, qu'est-ce qui est à côté de la plaque. Françoise Benamou, le 24, comme le dit Jean-Hervé à l'instant, le 24, il y a un Conseil européen, parce que c'est bien, il y a le Brexit, enfin il va y avoir la décision des Britanniques, mais de l'autre côté, c'est sûr qu'il faut quand même savoir quelle va être la réponse de l'Europe, même si ils décident finalement de rester au sein de l'Union européenne, non ? En tout état de cause, il y aura plein de choses à repenser, parce que quand on regarde finalement tout ce qui s'est passé depuis quelques mois, on voit à quel point on avait deux argumentaires qui étaient de nature différente. D'un côté, le Brexit, c'était l'identité anglaise, c'était les travailleurs détachés des pays de l'Est qui font une compétition aux travailleurs anglais, etc. Donc quelque chose de politique et social et très, très populiste et populaire à la fois. Puis de l'autre côté, on avait un discours qui était résolument et exclusivement économique, hein, avec toute une série d'études qui convergeaient pour dire le Brexit, c'est un très mauvais moment à passer, il va falloir repenser l'Europe. Et bon, il faut réconcilier ces deux discours dans une réflexion qui sera aussi politique, c'est-à-dire quelle Europe nous voulons aujourd'hui et comment réconcilier les peuples avec cette Europe. Oui, c'est ça, mais qu'est-ce qui pourrait changer assez rapidement, parce qu'il faut bien une réponse. Le problème, c'est qu'on s'enlise, la Commission européenne est extrêmement faible, que Jean-Claude Juncker est quand même de plus en plus contesté. On voit bien qu'il y a une faiblesse et que le couple franco-allemand n'est pas du tout en mesure de faire des propositions. Edwige, rien. Si vous voulez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le choix que nous avons fait est le suivant. Enfin, il me semble. Et je ne donne pas du tout une préférence à l'un ou à l'autre, je dis juste que c'est comme ça qu'il faut poser le problème. Soit on se contente de dire ce qu'on dit traditionnellement, comme quand un élève n'est pas bon, on se contente de lui dire il faut faire un peu plus de devoirs. On ne se demande pas pourquoi il n'est pas bon, mais on dit pour l'Europe, il faut un peu plus de politique économique commune, un peu plus de politique budgétaire, etc. Et on se dit en fait, on replâtre un dispositif à 28 qui ou à 19 qui ne fonctionne pas. Soit, deuxième sujet, deuxième hypothèse, on se dit c'est un dispositif qui pose problème et on remet à plat l'affaire. Alors là, les vraies difficultés commencent parce que le couple franco-allemand, c'est vraisemblablement insuffisant, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays considèrent que c'est illégitime, et puis on dit, en réalité, la diplomatie française a l'idée assez simple qu'on fait un noyau dur, plutôt la zone euro, et que le reste... Vous y croyez, quoi, à la fin de l'année 2016, vous y croyez, alors qu'il y a des élections présidentielles en France en 2017, qu'il y a des élections en Allemagne, je sais pas, Françoise Benamou? Moi, je crois qu'on n'a pas le choix. Italiennes, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on va être obligé de travailler avec les Britanniques. De ce fait, s'il y a Brexit, hein, de ce fait, on va être conduit à mettre un certain nombre de choses sur la table, à parler peut-être plus clairement aux gens, expliquer ce que c'est qu'une contribution d'un pays, par exemple pour les Anglais 8 milliards, qu'est-ce que ça représente, comment on répond à cela, etc. C'est-à-dire qu'on va aller, à la fois on va avoir une réflexion politique obligatoire, mais on va être obligé aussi de rentrer dans les problèmes concrets et de s'expliquer. Ça, je crois que c'est important. En tout état de cause, l'Europe n'a pas le choix. Hein. Oui, l'Europe n'a pas le choix. Juste peut-être pour dire, il y a quand même cette idée qu'il va falloir trancher. Est-ce qu'on continue à 28 avec notamment un discours qui est quand même un peu, je veux dire, très idéologique. On a les mêmes valeurs. Moi, je suis pas sûr d'avoir exactement les mêmes valeurs que le président Orban. Je suis pas sûr de penser que, etc., etc. Donc, il y a un moment où il va falloir mettre les choses sur la table. Nous avons bâti il y a un demi-siècle une sorte de confédération avec deux pays qui avaient vraiment un projet ensemble, et notamment l'idée qu'une se ferait plus la guerre. C'était un très beau projet. Aujourd'hui, on se retrouve dans un dispositif qui n'est ni
uniquement un marché unique, ni, j'allais dire, un projet d'une quelconque manière politique. Mais même s'il y a un remain, un in, on n'est pas sorti de l'auberge parce que l'accord qu'a signé David Cameron, donc les Européens ont accepté en février 2016, c'est notamment la diminution, il y avait 4 points, et un des points c'est la diminution des allocations sociales pour les immigrés. Donc c'est un point très important qui réclamait, mais s'il reste au sein de l'Union européenne, derrière vous allez voir la Hongrie, la Bulgarie, il y en a plein qui vont demander ça. Donc on va commencer à avoir un émiettement peut-être de l'Europe. Non, ce risque de fragmentation, bien sûr, il existe. Il existe, et c'est l'inquiétude de tout le monde, qu'il y ait Brexit ou non d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a posé sur la table, ce que je disais tout à l'heure, c'était cette espèce de décrochage entre ce que les peuples veulent, ou en tout cas certains peuples, et ce que les élites souhaitent pour l'Europe. Et ça, il va falloir sortir de là. Et pour sortir de là, peut-être une des manières d'en sortir, c'est une Europe à plusieurs cercles, suivant les sujets. On y va. On y est déjà un peu. Ouais. On peut accentuer ce côté-là. Juste peut-être une remarque. Lorsque on dit le couple franco-allemand, ça fait aussi partie de ce qu'on sort du matin jusqu'au soir et qui aujourd'hui n'a plus une réalité si évidente. Un certain nombre de pays, je pense par exemple à un pays très intéressant qui est la Suède. C'est un pays qui n'est pas grand par sa taille, mais qui est grand par son histoire et par les modèles qu'il a su imposer. Enfin, il me semble, d'après ce que j'ai vu dans leurs enquêtes, d'un dispositif qui serait, au fond, géré par une sorte de condominium franco-allemand. Donc, je pense vraiment que le travail qu'il y a à faire est très très important, qu'il nous faut sortir de toutes ces idées reçues, une sorte de catéchisme qui est aujourd'hui inadapté. Justement, vous organisez les rencontres d'Aix-en-Provence, c'est toujours le premier week-end de juillet, là c'est le 1, 2, 3 en l'occurrence, et le thème c'est dans un monde de turbulence qu'attend-on d'un pays. Mais Jean-Hervé, ça dépend de quel pays en l'occurrence. Oui, ce qu'on constate simplement, c'est que le monde a toujours été dans des phénomènes d'aller-retour par rapport à des phénomènes d'internationalisation ou de mondialisation. Alors ça a pris des tas de formes, et chaque fois, ces mondialisations ont été interrompues par une crise, une guerre. Celle la plus connue, c'est évidemment la mondialisation interrompue par la guerre de 14. Et au fond, nous sommes, nous les membres du Cercle, et je parle aussi au nom évidemment de Françoise, convaincus qu'il n'y a pas du tout j'allais dire, d'arrêt de la mondialisation. Il y a simplement une modification de son contenu et vraisemblablement un rééquilibrage par rapport aux besoins de proximité des individus, en l'occurrence, ça peut être des régions, la Catalogne, l'Écosse, etc., ou des pays. Et que c'est bien à ça qu'il faut réfléchir, comment ces pays peuvent à la fois retrouver une sorte de vitalité tout en coopérant, parce que au fond il s'est passé des choses qui ne fonctionnent que parce qu'elles ont coopéré. Je prends un exemple, la COP21. C'est quand même autrement plus malin en termes d'organisation du débat, en termes de créativité, que le G20 qui se réunit je ne sais pas combien, une fois par an, ou le G7 ou le G8, ils redisent toujours la même chose, ça sert absolument à rien. Et donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que cette forme de monde et d'organisation entre les pays, elle est en réalité en gestation. Très beau programme, notamment Christine Lagarde du FMI, Emmanuel Macron, enfin magnifique programme, tout le CAC 40 qui défile, mais beaucoup d'étudiants, ça c'est le côté très positif des rencontres d'Aix-en-Provence. Beaucoup d'étudiants et des universitaires aussi, ce qui est bien, enfin en tous les cas des gens qui sont investis dans la réflexion, dans la recherche, etc. et qui peuvent discuter à cette occasion avec ceux qui décident. Est-ce que vous diriez quand même qu'on le sent avec notamment ce qui se passe en France, ça fera le lien, l'ultralibéralisme, le côté ultralibéral de la mondialisation, certains sont en train d'y revenir. On voit ce qui se passe, mouvement dans les élections italiennes, élections espagnoles, même ce qui se passe en Grande-Bretagne, aussi un peu en France, non ? Vous voulez dire d'en revenir, j'imagine, c'est-à-dire d'être un peu de rompre avec les libéralismes de la mondialisation, avec certains aspects de la mondialisation, sans doute. Il faut trouver une articulation entre mondialisation, qui est inévitable, et puis le pouvoir des territoires, en quelque sorte, que ce soit des pays, que ce soit des individus, c'est-à-dire que les gens puissent reprendre un peu en main leur destin. Et ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les domaines, social, économique,
pour ce qui est de l'environnement, etc. C'est-à-dire les normes ne peuvent pas simplement être édictées au niveau le plus haut. Il faut aussi que les gens soient capables de s'en emparer, de se les approprier. Oui, c'est un peu tout l'enjeu actuellement, non, Jean-Hervé? Oui, regardez quand même, juste, de cette négociation sur le traité transatlantique. Ouais. Elle est, comme chacun sait, totalement secrète. On ne sait même pas qui discute pour nos vies. Enfin, en l'occurrence la mienne, c'est plutôt la vie des générations qui arrivent. Et par ailleurs, cet énorme barnum positif que fut la COP21. Moi, je n'étais pas particulièrement porté sur l'écologie et brutalement, je me suis dit, c'est un processus. On ne fera pas fonctionner le monde dans cette espèce d'univers qui est un univers édicté par des lois décidées par je ne sais qui. On le fera parce que les sociétés civiles reprennent pour partie la main et reprennent finalement la capacité de créer un avenir. Justement, où se situent les sociétés civiles dans ce débat autour de la loi travail? Parce qu'on voit quand même, ça reste frappant malgré tout, même si on doit faire évoluer le code du travail, on est tous d'accord, surtout ici, mais qu'il y a une majeure partie des Français qui restent quand même opposés à cette loi travail. Je ne sais pas qui répond. On voit bien que c'est difficile de faire des réformes et sans s'opposer à la société civile. Le dialogue ou l'absence de dialogue entre le pouvoir politique d'une part et puis d'autre part les syndicats fait que du coup la parole, si je puis dire, du peuple est complètement oubliée. Mais c'est assez frappant de voir que malgré tout ce qui s'est passé, malgré les manifestations, etc., il y a effectivement quand même les Français restent attachés à un code du travail et s'inquiètent de cette loi travail, de l'inversion de la hiérarchie des normes, etc. Donc on a quelque chose qui apparaît un peu comme contradictoire, me semble-t-il. C'est entre à la fois des solutions qui pourraient sembler évidentes, par exemple demander que les choses se passent au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais bien que vous êtes prof, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être déjà dialoguer un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il y a eu dès le début de cette loi travail, avec sans doute ce qui a été peut-être une gaffe, l'idée de commencer par le 49.3. Non, il fallait commencer par discuter, peut-être discuter même en amont de la présentation de cette loi, qui n'avait rien de véritablement révolutionnaire en plus. Peut-être on peut rajouter que sur cette affaire dite d'inversion des normes, d'abord je rappelle que c'est très limité, puisqu'il s'agit uniquement de discuter de la durée du temps de travail, donc il ne faut pas non plus exagérer. Demander l'avis des gens. Maintenant, je suis d'accord avec la formule de Françoise. Demander l'avis des gens au sein d'une entreprise, c'est quand même pas un crime contre la démocratie. Ouais. Et on voit bien que derrière cette affaire, comme très souvent en France, c'est, mettons, 10%, une bagarre qui, de fait, mobilise 10% des gens. En l'occurrence, c'est une bagarre intersyndicale. Il y a quand même une grosse bagarre entre la CFDT et la CGT sur qui sera le premier syndicat dans les années qui viennent. Et puis, il y a les Français, ils n'aiment pas bien qu'on leur impose des choses. Il se trouve que ça a été très maladroitement introduit. On l'a déjà dit, oui, c'est sûr. Oui, mais d'accord. Il faut trouver la sortie. Aujourd'hui, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout ne pas arrêter et ne pas ridiculiser tout le monde. Et ça fera le lien avec notre invité d'après qui va finir par arriver, Virginie Calmels. On voit que Alain Juppé est en train de baisser un peu dans les sondages, surtout auprès des Républicains, et Nicolas Sarkozy est en train de remonter. Et en fait, Nicolas Sarkozy, il a choisi un positionnement qui est beaucoup moins libéral que Alain Juppé et que François Fillon. Est-ce que ça veut dire que notamment cette loi de travail est en train de bousculer un tout petit peu tous les cadres politiques? Si tant est que cette évolution soit liée à cela, parce que ça peut être aussi lié simplement au fait que Nicolas Sarkozy est très présent en ce moment, au fait que Juppé était très haut, et donc il y a une espèce de correction naturelle qui se fait, donc c'est très difficile d'attribuer uniquement aux désordres sociaux la remontée de Nicolas Sarkozy. C'est possible, mais c'est... Moi, je ne crois pas ça du tout. Je ne crois pas du tout que l'inversion... Vous savez, il y avait l'inversion de la courbe du chômage, il y a l'inversion des courbes de popularité entre les deux. Je ne crois pas ça du tout. Parce que le positionnement, il est beaucoup plus étatique, il est très différent celui de Nicolas Sarkozy. C'est intéressant, du reste. Oui, enfin, c'est soit intéressant, soit on peut se demander si la volatilité des opinions est un bienfait pour un homme politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Françoise Benamou, Jean-Hervé Lorenzi. Et donc, dans 15 jours, mais on aura l'occasion d'en reparler au prochain cercle des économistes. Dans un monde de turbulence, qu'attend-on d'un pays? Nous, on attend Virginie Calmels. On se retrouve pour l'instant, place aux infos.